Donc maintenant, messieurs, dames, on va faire une petite promenade d'observation. On va essayer de sortir les bases de les fonctionnements des arbres, le niveau de mise en fructification. On va essayer de connaître certaines données de l'arbre comme la pousse de l'année, là où les bois, quels sont les bourgeons à bois, quels sont les bourgeons à fleurs, ça veut dire quoi, ça pousse dans quel niveau de l'arbre. Donc tous ces petits aspects, on va essayer de les sortir par observation des arbres qu'il y a en place. Donc on y va. J'ai jamais froid en fait. Bon. Le photographe vs Allez, versus le caméraman. C'est une filière. Très bien. Donc filier. Donc l'idée de cette promenade, c'est que je vais essayer de parler le moins possible. C'est vous qui, en regardant, ça ne veut pas dire son figuier, d'accord, venez toucher l'arbre, il produit des figues partout, les feuilles sont partout, les bois, l'écorce, est-ce que vous voyez les différences, des lieux qui sont... Qu'est-ce que vous... Regardez le figuier comme jamais vous avez regardé un figuier. Autrement. Bon, déjà on voit que c'est quoi? C'est un arbre ou c'est un arbuste? Vous direz quoi de ça? Une plante. C'est un végétal. Jusqu'à quelle taille Un végétal supérieur. Déjà, une bonne question. Est-ce qu'il y a une taille pour ça? Qu'est-ce qui définit un arbre ou un arbuste? La taille. La hauteur. La hauteur, la fructification peut-être. Si on ne fait rien, ça va devenir dans quelle forme, de quelle taille? L'arbre. Donc la figuier, c'est un arbre, mais qui a une structuration pas nécessairement de... Sa façon naturelle de pousser, c'est pas un tronc avec des branches. Ça va faire un buisson. Voilà. Ça a tendance à faire ça, un multi-axe avec plein de branches qui aussi vont monter, vont tomber avec les années, qui parfois touchent le sol de façon naturelle. Oui, Ça marcotte. quand on en a un comme ça, qu'est-ce qu'on Et fait? du coup, ça marcotte. On peut enlever la partie qui touche le sol pour le refaire partir de la base. C'est une question qui m'a été posée, ça. J'ai amené les photos de l'arbre pour vous montrer d'ailleurs. Normalement, Ouais, c'est ce que je pensais, mais j'ai pas osé le faire. Tu veux Mais dire le tout le mot monde, précis? là on a jeté un mot, marcotte, on a dit marcottage, marcotte. Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire ça? ça rame pour la terre. Dès que Ça refait des racines. ouais, Voilà, c'est le une branche. contact, C'est des bois en fait qui n'est pas des bois, c'est super mou. Donc il y a des moments où ça se plie avec les poids des fruits ou simplement parce qu'il y a d'autres branches qui ont passé dessus. Il y a un moment où ces branches potentiellement peuvent arriver à toucher la terre, et de là, quand on sert de l'écorce qui touche, on commence à faire des racines. on peut Jusqu'au point récupérer un nouvel arbre. que ça fait, ça fait un système racinaire annexe. Et l'arbre s'étale de cette façon-là, de façon normale, si on le laisserait faire. En production, on ne les laisse pas faire. On fait une domestication de la structure normale. Donc du coup, les figuiers, d'habitude, on l'amène en touffe, comme ça, plusieurs branches de production. Et là, vous voyez, les branches, les vieux branches, il n'y a pas de feuilles. Une observation simple et directe. Les feuilles se concentrent Vers le haut. vers le haut. D'accord. Sur les nouvelles pousses. La pousse. Est-ce que vous serez capable de me dire où était cet arbre au début du printemps de cette année? Vous voyez le changement de couleur? Vous voyez la cicatrice un peu? Là, c'est ici. Tac. Ah ouais. Après, on voit ça, la belle différence de couleur. Là. Ça a outé. Et là, alors. Donc, ces trous que vous venez de voir, Là-bas, il est hyper intéressant. Regarde, là, ça se voit super. Regarde, là, ça se voit super bien. Il est déjà comme ça. Oui, mais là, on ne voit pas. Là, vous voyez bien? Il y a des lieux où ça se voit. Là, c'est le début. Ah ouais. Et ça peut pas être là, franchement. Non, parce que ici, il y a une pousse aussi. Donc là, tu vois, par exemple, là, ça se voit très clairement. Là, c'est une pousse de l'année. Là, c'est une pousse de l'année. Donc, ce concept de la pousse de l'année, c'est super important. Tournez à côté et regardez le chêne Ah bah là, tu peux et y trouvez aller. la pousse de l'année.
C'est tout petit, non? Oh, regardez, approchez-vous, sinon c'est impossible de le voir. Oh, là, celle-là. C'est ça? Ouais, Donc là, vous êtes sous un arbre avec une autre conformation. Là, il y a des feuilles, pas seulement dans la pousse de l'année. Ouais, il y en a partout. Et après, c'est juste au niveau de la couleur du bois, du coup. Enfin, de la texture même. Peut-être. Et il y a un ride, ouais. On voit la cicatrice de toute façon. Bon, la cicatrice. Tu as dit, ça s'appelle comment? Une bride? Une? Qu'est-ce qu'elle a dit comme ça? Une ride. Une ride. Tu peux nous montrer? Ça, c'est la pousse de la mer. Ça, c'est la pousse de la mer. Donc là, on va les faire simple. Tu as une ride au départ. Donc l'arbre, Ah, regarde, en printemps, était comme ça. Il est content l'arbre. On n'est pas prévenu surtout là. Était comme ça. Là, il y avait plein de yeux, des bourgeons. Et ping, après, tac, ces bourgeons se déployaient et pfft, a fait la pousse de l'année. L'arbre a poussé tout ça pendant la saison. Okay. Et ça est allé dans tous les branchages. Et ça veut dire que sur celle de derrière là, ça serait la pousse de l'année, c'est juste ces petits trucs là ou ça revient jusque là? Dans ce cas, je pense que non, que c'est tout et qu'ici il y a une, mais ça nous permet d'introduire les prochains concepts. Qu'est-ce qu'il y a passé, potentiellement pourquoi cette branche, ça a commencé à bifurquer ici? soit coupé, soit... Coupé. On va voir les figures une autre fois, voir si là vous pouvez voir tout. Donc comme l'arbre crée ses ramifications, d'accord? Pourquoi c'est comme une sorte d'antenne qu'on déploie d'un radio, non? Un appareil radio, on dit. La branche a tendance de pousser par là, ces bourgeons-là. Et à partir de là, ça commence à s'ouvrir, il y a des feuilles qui sortent, nanana. Mais il y a de certains moments où il y a l'apparition de nouvelles branches. C'est pas une feuille, il y a une branche. Pourquoi? Quelqu'un vous avez demandé ça? Pourquoi? Ou qu'est-ce qui passerait si j'ai fait ça? Je ne vais pas le faire. Ça va faire des branches. Ça arrêtera. Ça va arrêter le... Ça va arrêter les croissements dans cette projection-là. La sève va se concentrer. Ça va se dédoubler. Bourgeons secondaires. Parce que comment on appelle les bourgeons qu'il y a dans la pointe? Terminal. Terminal ou apical, lixial, ou leader. Bourgeon leader. Vous n'avez pas entendu ce concept? Non. C'est le leader. Leader. Leader, comme leadership. En fait, on a vu que cette bourgeon jette dans la sève de l'arbre toute une série de substances qui font l'inhibition des autres bourgeons de la branche et qui font que les arbres ont cette forme de croire un peu harmonieuse. La pointe s'étale et de temps en temps, un peu loin, il y a des paliers de branches secondaires qui apparaissent. Mais il y a une branche qui tient l'axe. Et à partir de cet axe, il y a une ouverture des branches. La plupart d'arbres fonctionnent comme ça si on ne les touche pas. Mais l'homme a inventé la taille. Et la taille fait que ces bourgeons leaders sont élevés. Et qu'est-ce qui se passe quand un bourgeon leader on l'élève? Donc il n'y a pas cette inhibition sur les bourgeons qui restent en dessous. Et du coup, chacun veut partir à faire une branche. Là, c'est la sève qui cherche une autre sortie. Il y a un truc de la pression des sèves aussi, mais il y a vraiment ce manque d'inhibition. Du coup, tout le monde part, tout le monde veut être leader. C'est très métaphorique. Est-ce que c'est pas juste les deux niveaux qui sont sous l'endroit où tu as coupé? Ou est-ce que c'est vraiment sur toute la Ça dépend toute la des tige? arbres. Il y a qui sont vraiment seulement les 3 points des bourgeons de départ qu'il vont avoir après la coupe. Et du coup, par exemple, c'est la forme normale d'écrire un gobelet. Tu as le sillon, tu coupes la pointe, et du coup, tu sais que tu vas voir le départ des 4 branches plus ou moins dessus. Et à partir de là, tu vas créer la charpentière, et tu vas couper, tu vas créer le deuxième niveau.
Mais il y a des arbres vraiment où tu déséquilibres tout l'arbre si tu fais ça. Ce sont des arbres qui réagissent très mal à la taille, par exemple. Par exemple, les pruniers. Les pruniers, une fois que tu as cassé la logique normale de l'arbre de pousser, les arbres qui partent en cacahuète, tu as des gourmands qui poussent partout. Ok? Donc, déjà 3 concepts importants. La pousse de l'année, et les bourgeons leaders, et les inhibitions qui font les leaders sur la création des branches. D'accord? Pour ne pas avoir des tiges qui partent dans tous les sens. Ok, on va continuer. Vous avez besoin de perches. Je pense qu'il y a quelques perches à récupérer là. Autoferté et autostérile. L'observation, c'est la clé pour ça. C'est des variétés. Ouais. Tout là, c'est en autofertile. En fait, des variétés de figuiers qu'il y a ici dans notre climat, tous sont autofertiles parce que sinon, c'est des trucs qui donnent pas de fruits parce qu'au moins, jusqu'à que je sais, la pollinisation des figuiers a besoin d'une espèce de moustique qu'ici, dans notre climat, il n'y a pas. Donc seulement dans les pays d'origine du figuier, il y a ces moustiques. Et là, oui, il y a ce truc dès qu'il y a des arbres mâles, il y a le même parce que tu peux avoir cette pollinisation. Sinon ici, la plupart des fruits sont pas ça. Bon, une autre idée, un autre concept. Donc là, c'est quoi? C'est là où vous ne l'avez pas vu, personne n'a parlé de lui. C'est un pommier. Donc un pommier, on va les sortir la C'est protection. en France ça aussi alors du coup. Il est greffé? Ah oui. Ouais, ça se voit. Donc là, où est la pousse de l'année? Vous pouvez vous approcher. Hein. Est-ce qu'il est greffé ou pas? Ben ouais, ça c'est. Attends, je vous laisse la place. Pardon. Elle est là? La pousse de l'année. Ah non. Ça peut pas être. Il est greffé là. En fait, il est greffé de cette année quoi. Oui, c'est ça. Elle a poussé de tout ça? Parce qu'il y a pas de... Non, ça c'est la Il greffe. n'y a pas de ramification. Poussée de... Mais non, il a poussé. Si. Bah, la greffe est là et il a tout poussé. La ride de l'année, elle est là, j'ai l'impression. Tu vois, ça c'est le greffon. Et puis après. Donc là, vous avez une pousse de l'année dans 1,20 m. C'est tout à fait possible. Génial. Sur un franc. Sur un franc. Ouais. Donc du coup, cette porte-greffe, c'est son 2e année. C'est une anglaise que tu as fait? Ça, c'est trop, hein. On peut encore voir par la forme de la cicatrice, on peut voir quelle sorte de technique. Donc celle-là particulièrement était une anglaise compliquée que j'ai fait en printemps. Donc l'arbre en printemps était un peu plus petit que ça. Donc je l'ai rabattu complètement. Tac. Et j'ai mis un morceau de branche d'un autre arbre. D'accord? Ça c'est le principe de la greffe. Et là, vous avez un arbre, un individu qui est composé par deux codes génétiques différents. Jusqu'à là, il y a une, et jusqu'à là, il y a un autre. Là, j'ai la variété de mon porte-greffe, qui va me donner le vigueur, l'adaptation au sol. Et là, j'ai le matériel génétique de la variété, qui va me donner le fruit, la qualité de fruit, adapté au climat, surtout. Pas nécessairement adapté au sol. Donc là, vous voyez, ça c'est la logique de base de pourquoi on a commencé à greffer. Je suis sûr de la variété de pommes que je vais voir ici. Et si je pars d'une semis, j'ai aucune idée. Parce que les pépins que j'ai mis là, c'est le fruit de reproduction sexuelle. Donc, du coup, d'un papa, d'une maman, et d'un mélange que j'ai aucune idée de ce qu'il va donner. D'accord? Je peux penser qu'il peut aller dans une ligne là, mais pour un truc particulier qu'à la nature, de toujours aller vers les genres récessifs ou les plus rustiques et tout ça, une fois sur 10, je vais me trouver avec une petite pomme tout acide, pas bon du tout. Donc c'est pour ça qu'on greffe. Ok?
Ok, donc vous voyez que la pousse de l'année vraiment peut être quelque chose de très différent en taille, très vigoureux. Donc là, comme on disait avec Benjamin, on serait dans cette cadre de figure, de dire, si je dois tailler cet arbre pour avoir un gobelet, tout le monde sait qu'est-ce que c'est un gobelet? Non. Gobelet, c'est le typique arbre fruitier qu'on voit en tronc, et après, des branches ouvertes comme ça, et à la fin, tu as un arbre qui ressemble à une boule. Ça a été un peu la forme traditionnelle de tailler presque tout. On a créé toute la taille traditionnelle des arbres était presque créée des gobelets. Parce que, surtout pour les pommiers et poiriers et compagnie, c'est des arbres qui s'adaptent bien à cette conformation. Mais ce n'est pas du tout sa forme naturelle. Un pommier pousse comme ça. C'est un axe. Bientôt, cette leader, la prochaine saison, on sera là, au plus haut. Donc du coup, sa capacité d'inhibition sur les bourgeons qui seront à ce niveau-là sera très petite. Donc là, on commencera à voir des branches qui apparaissent. On va les voir un peu plus loin. Et dans une période de 4-5 ans, ces branches vont commencer à se mettre à fruit. Et l'arbre commencera à monter avec sa pointe, le lierre continuera à tirer. Donc à la fin, on finira avec un système qu'on appelle des cheminées, où il y a un tronc central avec des branches qui apparaissent comme ça, qui selon se met à fruit, les poids de les fruits les font tomber, et du coup de se trouver avec un arbre jaune où toutes les branches plus ou moins sont regroupées dans l'axe, à mesure que l'arbre prend la fructification, il y a une arcure naturelle qui s'est faite. D'accord? Fred avait parlé de ça l'autre fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ça c'est un peu l'évolution normale d'un pommier si on fait rien. Mais tout ça on peut l'altérer, pour des raisons X ou Y qui nous intéressent. Et cette année par exemple, je pourrais venir là et faire tac. Réaction de l'arbre l'année prochaine, donc faire 4 ou 5 branches qui vont sortir rapidement, qui vont prendre les rôles de l'hiver. Donc à la fin de saison, je peux faire couper toutes les branches, faire une sélection sur les branches, et j'ai un arbre avec 4 départs ou 5 départs en fonction des branches que j'ai laissées, qui en même temps, à son tour, se divise une autre fois, et ça y est, j'ai mon gobelet, j'ai fini ma taille de formation pour avoir un gobelet. Mais si je veux le laisser en forme libre, je le laisse tel quel. Je ne fais rien. On va avoir une forme libre plus évoluée que celle-là. Je laisse en forme libre. Et ça, ton porte-greffe, c'est toi qui te les fais aussi? Oui. À partir de... Un pépin. Un pépin. Que tu as fait germer? Ouais. Parce que du coup, c'est un franc. D'accord. Tailler, ça ne limite pas la croissance. Tu pars d'un pépin. C'est ça. C'est ça la définition du franc, Ça issu de limite pas pépins. la croissance. Oui. Des arbres coupés, des arbres taillés, une des techniques de la taille, des objectifs de la technique de la taille, c'est réduire ça. Avoir les fruits à portée des mains, plus à portée des mains. Ouais. Même si, on verra, dans certaines espèces, en fait, c'est contre-productif. Parce que l'arbre, arrivera un moment où l'arbre va arrêter sa pousse en hauteur, et la pousse de l'année chaque année sera plus petite, sera des mini-pousses de l'année, parce que l'arbre doit partager son énergie à faire du bois ou faire du fruit. Là maintenant cet arbre a fait seulement du bois, donc toute son énergie part à ça, donc la pousse peut être phénoménale. On verra l'arbre qui est en production depuis longtemps, la pousse de l'année c'est un truc comme ça, parce qu'il y a le fruit en plus, du coup l'arbre ne peut pas être partout. Et pratiquement comment tu fais pour faire pousser ton franc comme ça là en plein champ? On en parlera. D'accord. Ouais, il y a des techniques parce que là par exemple, maintenant vous voyez un pied, mais au départ il y avait 3. J'ai sélectionné sur les pieds. C'est trop risqué. À quel moment tu l'as mis? Il y avait quelle taille quand tu as commencé à... Juste commencer à germer, parce que c'est un franc sur place. Franc sur place, ah ouais. Mais ça, on en parlera. Il faut faire un processus pour la graine qui s'appelle la stratification, pour la sortir de la dormance. Et après, quand l'arbre commence juste à germer, dans ce moment tu le plantes, en printemps. Allez, on va continuer. Vous allez voir plus clair. On est dans des pots, mais je ne sais pas quand il y en a. Ouais, j'en ai déjà des...
Alors, Et stop, 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 pardon. Donc les fameux M9 qu'on parlait avant. Donc là, si vous voulez vous approcher, si vous ne l'avez pas vu avant, donc voilà, un porte-greffe divisé en deux. Et chaque branche, il y a une greffe différente qui a été faite. C'est une greffe de 2 ans. Vous voyez, ça pousse assez fort. Donc là, c'est une année de plus de cet arbre-là. La tige principale, le leader, que là, il y a eu un départ. Vous voyez cette branche-là? Donc là, c'est des trucs parfois qui arrivent. Ouais. Les bourgeons ont été abîmés, ont été piqués, ont été séchés, je ne sais pas pourquoi. Le truc a disparu. Donc, pouf, tu as une bifurcation. Là, même si j'ai fait des formes libres, j'aurais l'intérêt cette année de lever une des deux. Parce que c'est pas bien d'avoir des fourches, surtout en hauteur comme ça. Donc du coup, c'est bien de laisser seulement une unique leader. De l'autre côté, il y a eu la même histoire. Pourquoi c'est Ça peut arriver qu'en fait, c'est pas un truc nécessairement qu'il est arrivé au bourgeon leader. C'est simplement qu'il y a une des branches qui pousse presque en parallèle et que du coup, à la fin, peut prendre les dessus sur le leader. Donc voilà, c'est à gérer ça. Mais vous voyez, ça c'est la constitution normale. L'arbre fait des branches. En production, normalement, on laisse entre 12 et 14 branches de production. Tous les autres, on va les enlever s'ils sont bien mal placés, ça se croise, s'ils sont faibles. Donc je vais compter. Les branches basses aussi, d'habitude, on les enlève parce que ça dérange les passages ou sont les moins bien illuminés, donc les fruits seront de moins qualité. Donc vous comptez 12, 14, vous les enlevez, vous gérez les 4 petits trucs de ce truc de leader qu'on a dit, et fin de l'histoire. L'arbre est formé. Vous avez un arbre en axe, et l'unique chose à faire, c'est gérer la production après. Correctement, s'il faut faire des trucs, des choses comme ça. Mais à niveau détail, tout serait formé. Là, en l'occurrence, il y a 2 axes. Du coup, est-ce que tu laisses 12-14 branches à chacun? Ouais. Bonne question. Surtout, tu enlèves de ces côtés-là où ça dérange. Et du coup, oui, tu peux faire un partage, mais tu peux mettre plus que la moitié, que 6 et 6. Okay. Tu pourrais mettre plus. En sachant aussi que jamais dans une optique de production, vous ferez ce truc-là. Pas de logique. Tu as 2 arbres. Une avec chacune des variétés. Voilà, moi, si je l'ai fait, a été par ce côté de conservation de la variété que j'avais besoin de porte-greffe et pour une utilité pédagogique. Mais on ne fait pas un berger comme ça. Et comment? Plus ou moins. Je ne joue pas nécessairement, tu dis pour histoire de pollinisation. Il y a d'autres pommiers autour, du coup, c'est pas uniquement qui dépend d'eux. Mais oui, il a été un hasard. Ça fructifie, ça fleurit en même temps. Si tu avais eu 2 variétés avec des floraisons décalées dans le temps, les deux auraient fleuri dans leur temps respectif. Oui, parce que c'est vraiment 2 arbres indépendants. Malgré le fait qu'ils soient sur le même, oui. sur le même pied. Partage des racines. On a vu en fait, mais ça c'est un peu déjà poussé, en fait c'est pas si clair qu'il n'y a pas un mélange génétique. On a vu que les arbres greffés finissent pour faire une expression des caractères qui ne sont pas purement la variété. Qu'il y a une sorte de mélange avec les porte-greffes, un truc comme ça. Mais bon, en principe, on peut dire oui, il y a 3 individus là. Il y a celle-là, le porte. Il n'y en a pas 4? Facile, non? T'as un point de greffe en dessous là? C'est pas une surgreffe? Ah non, là non. Ah, j'avais l'impression. Et comment tu fais pour avoir la fourche au début? Tu avais fait une taille? Celle-là, ça fait toute seule. Ah oui, ok. Il y avait une branche de porte-greffe avec départ. On a fait un départ comme ça. Si tout est programmé, tout marche. En fait. C'est un hasard. Vraiment, j'ai profité de l'hasard. J'ai joué avec ça. À côté, vous avez une autre 106, mais greffé plus classiquement et tout ça, on peut les voir.
Donc là, pareil, vous voyez la même constitution, sauf que là, il y a eu cette histoire des branches qui prend un peu la concurrence, qui fait la concurrence au leader, et que je ne l'ai pas enlevé. J'ai le choix de le faire cette année, ou je sais tel quel. A été une erreur, en tout cas, si on essayerait vraiment de faire des arbres pour la production bien comme il faut, ça c'est une erreur de traitement. Mais bon, cette année j'étais en train de faire je ne sais pas quoi et je ne l'ai pas fait. Mais là tu as un anticipé qui est en train de prendre, faire la concurrence à l'axe principal. Là c'est une sorte de mousson lièvre, je ne saurais pas te dire exactement. Tu veux la goûter? Voilà. Donc, on voit bien aussi l'arcure des branches qui ont des fruits. ah oui, c'est vrai qu'on peut commencer à voir ça. Surtout là de ce côté-là. Donc là, vous voyez, tac. Donc ces branches ont mis minimum 3 ans pour se mettre en fructification. Parce que, et ça c'est un concept important, où sont les fruits? Les fruits, regardez bien, dans la branche, regardez bien. Au niveau des fourches. Sont en grappe, mais sont disposés où? Dans la pointe, dans la pousse de l'année? Là, ça s'est fait grignoter. On doit vous observer. Approchez-vous, regardez. Voilà, regarde. Là, on en branche. Donc, si vous vous approchez, là, ça se voit super bien. Une année. On est d'accord? 2 ans. 3, 4. Vous êtes d'accord? 3 et la pousse de l'année. De cette année, de là jusqu'à là, de là jusqu'à là. Donc on peut faire un voyage dans les temps dans la branche. On peut dire, d'accord, 2017, 2016, 2015, 2014. Tout le monde suit? Donc l'hiver 2017, l'arbre s'arrêtait là. Ça n'existait pas. Là, il y avait un bourgeon et la branche finissait là. C'est printemps, cette bourgeon a démarré et bon, a fait tout ça. Mais la fructification est où? La fructification est sur les bois du troisième. 2014, 2015. Non, 2015. 2017, 2016 et 2015. Donc ça, c'est typique de pommier. La fructification se concentre à partir du bois de 3 ans, on dit. Donc cette branche a commencé à se mettre en fructification cette année. L'année prochaine peut le faire et continuera à le faire toutes les années. Cette année, celle-là ne peut pas être en fructification, mais l'année prochaine, il y aura des bourgeons à fleurs là qui se sont développés déjà cette année. Et quand le printemps prochain vont ouvrir des fleurs, donc du coup les pommes seront là. Et pareil, la même histoire, ces bourgeons en hiver, je vais les faire, ça ne les fait pas trop mal, hein, du coup, pour vous faire arriver. Dans quelques mois, la branche sera comme ça. D'accord? On dit que c'est un chevreuil qui est passé. Ça, c'est l'aspect d'hiver. On aura un arbre comme ça. Donc, ces bourgeons-là, qui est déjà prêt, va passer en hibernation, pareil que tous les bourgeons qu'il y a là dans l'axe de l'épaisseur de la feuille, qui au long du printemps vont grossir et vont débourgeonner quand il faudra. Je ne me souviens pas c'est arrêté en quel mois le fait. Il commencera à pousser, la même histoire, création des feuilles, nanana. Donc une pousse de l'année 2018. Et du coup, 2016, on rentre en fructification. Donc là, vous voyez l'importance de connaître comment ça marche ce truc de la pousse de l'année et la mise à fruit dans quelle sorte de bois. Parce que dans les pommiers, si je coupe ces branches, je suis en train d'élever la production Les années suivantes. à 2 ans, voire 3 ans. Donc en fait, tu décales d'autant. L'erreur, je le paye beaucoup, Oui. si tu veux. Parce qu'il ne va pas produire sur le bois de l'année.
sur les bois de l'année antérieure, va produire sur l'année de l'antérieure, tu vois, sur 3 ans. D'accord. Donc là, si tu coupes, tu n'as pas de production pendant 2 ans. Voilà. C'est ça. C'est ça. Qui peut être quelque chose d'intéressant pour décharger parce que la plupart des fruitiers, le problème c'est qu'ils font trop. Donc on parlera après de l'éclaircissage et tout ça. La taille en fait c'est une façon de lever des fruits. De faire du bois plutôt. De lever des fruits. Quand tu tailles, tu es en train de lever des fruits. Des fruits potentiels que l'arbre aura et que peut-être ça ne t'intéresse pas d'avoir tellement de production. Donc pour chercher une homogénéité de calibre et tout ça, la plupart des fois les trucs qu'on fait c'est tailler. Et pour rendre les fruits plus accessibles, plus aérés, etc. Merci. D'accord? On va voir d'autres cas. Ça c'est de la Tanésie. Oui. Ah tu vois, ça c'est la typique branche qu'il faut tailler. C'est tout au milieu du passage. Donc, comment... Bon, même si c'est pas le super moment, on va faire un... Question. On doit tailler une branche, on la taille comment et où et pourquoi? Le plus proche du tronc, en biseau. Allez, Romain dit les plus potes. Tu peux là envisager le lieu où tu mettras le sécateur et comment? Celle-là. Hein? Celle-là, hein. Ok, sans le tailler. Hein? Comme ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ben, ça dépend de ce que tu veux faire, non? Encore celle-là. Moi je suis d'accord. Il faut laisser le diamètre, la taille du diamètre par rapport au tronc. Tu dis, Étienne, il faut laisser le diamètre? Il faut laisser l'épaisseur, la taille de l'épaisseur. Tu es séparé du tronc, Voilà. la taille de l'épaisseur. Voilà, ton épaisseur elle fait ça. D'accord. Donc tu dois laisser ça par rapport au tronc. Ok. D'autres propositions, d'autres idées, pourquoi? L'idée c'est qu'il fasse son bourrelet, ça se referme en fait. Donc si on laisse un peu de bois, il peut... Ou alors Cicatriser. Il va pas cicatriser. Cicatrisation, d'accord. Ok. En tout cas, personne voit que c'est un bon choix de couper là. Ah mais t'as dit d'enlever la branche. Non, mais l'idée c'est que la branche nous dérange. Donc, du coup, il faut la raccourcir ou la couper. Bah, on pourrait la raccourcir. Tu pourras la raccourcir par là. Non. Non. On la raccourcit là. Enfin là ou là. Ou là. Là, il y a un Enfin, départ de ça, fourche. ça part moche hein, quand même. D'accord. Parce que Constance dit, comme ça, dans ce départ des fourches, donc il y aura la branche va continuer à pousser par là. Par là non parce qu'elle va vers le bas. Mhm. Mais par là ça pourrait être jouable. Par là. C'est là, tu coupes là. Je couperai la main. Plus rang encore. Ouais. Comme ça? Si tu veux la raccourcir, mais enfin moi je l'enlèverai. Perso. Pourquoi tu l'enlèveras plutôt que Ah, raccourcir? parce que Elle est vers l'autre. parce qu'elle est vers le passage. En plus elle va croiser avec celle-ci. Mhm. Donc tu risques d'avoir des blessures de bois. Qu'elle est quand même assez basse. Pour toutes ces raisons et en plus pour laisser là une cicatrice que l'arbre ne va pas pouvoir fermer, jamais. Parce que l'unique capacité de fermer une blessure qu'a l'arbre, c'est quand on respecte ou qu'on est proche de ces lignes qu'on appelle la rite cicatricielle, je pense. Je ne me souviens pas super bien. Et là, il y a un pli aussi, et c'est le col de la branche. Donc là, en mettant les sécateurs pas comme ça, pourquoi pas comme ça? Et comme ça, oui. Vous voyez la différence? Pour pas écraser le côté cicatrice. Voilà, exactement. Parce que le sécateur coupe en fait seulement d'un côté de la lame, l'autre écrase. Donc le côté qui écrase, que c'est celle-là, tu n'as pas de lame. Toujours on les met du côté qu'on va rejeter, des morceaux de branches qu'on va enlever. Donc, du coup on les met comme ça. Et là, il faut respecter vraiment ça, c'est coller sans l'abîmer, sans les toucher. D'accord? Et là on coupe. Donc l'arbre aura la capacité de
refermer à partir de ce tissu-là et hop, fermer la cicatrice. Et je trouve par exemple qu'arriver là, ou dans des branches un peu plus basses, là on ne les voit pas bien, mais on verra d'autres cas là. Parce que sinon là, vous laissez une porte ouverte que nécessairement va chignon, comme ça s'appelle ça en français, il y a un mot pour ça, je ne me souviens pas. En tout cas, on trouve que l'arbre va rester... Un chicot. Chicot, merci. Un chicot que l'arbre ne va pas pouvoir fermer. Ok. Au niveau détail, point important. On enlève des branches. Très rarement on fait des trucs là bizarres, de couper des morceaux. Bonne question. On le fait quand? Printemps ou quand il n'y a plus de sel. Enfin, quand il y a... Ouais, c'est ça. Ça dépend déjà qu'est-ce qu'on veut faire, ça dépend quel arbre on est, quelle variété, non, quelle espèce surtout. On a le temps. Et qu'on a le temps aussi. C'est pour ça surtout qu'on les fait en hiver traditionnellement, parce qu'on a le temps et parce qu'on voit mieux, parce qu'il n'y a pas de feuilles. Du coup c'est plus simple. Mais c'est pas nécessairement la taille qui va plus dans la ligne de la physiologie de l'arbre. L'arbre a une capacité beaucoup plus facile de compartimenter, de fermer ses blessures quand on est en montée, quand on est en végétatif. Parce que c'est dans ces moments que la nature a prévu qu'il y a des casses de branches. À cause de qu'il y a les fruits, à cause de qu'il y a des animaux qui vont venir chercher les fruits, vont faire du poids et la branche casse. Donc tous les mécanismes de réparation, dans ces moments-là, sont en place. En hiver, c'est moins. Mais bon, on peut le faire et on le fait surtout à cause de ça, d'une mieux vision de l'ensemble et plus de disponibilité. Mais bon, ça dépend. Il y a des cas par exemple, les pêchers, l'abricotier, c'est le typique exemple des trucs qu'on recommande faire déjà une taille après la récolte. Quand tu finis la récolte, tu tailles. Après, vous verrez que si vous rentrez dans cette ligne de taille douce, de faire plutôt un accompagnement à la structure naturelle de l'arbre, il ne faut pas tailler grand-chose. C'est vraiment d'éclaircissage et des trucs qui gênent à la gestion du passage, d'outillage, des choses comme ça. Allez, on va voir un autre truc qui n'a rien à voir. On va voir celle-là Donc c'est quoi ça? Franc ou greffé? Et s'il est greffé, où est la greffe? Tu peux l'indiquer? En bas, là-bas, Ici, là? Ouais. Tout le monde la voit? Greffé sur quoi là? Sur pêcher. Donc là c'est un écousson, donc du coup c'est une autre sorte de greffe qu'on verra demain. C'est une greffe d'été surtout, et c'est un peu la greffe des choix pour les pêchers. C'est un peu technique, un peu plus technique à faire qu'une greffe de printemps à mon point de vue, mais bon ça se fait bien. Donc là vous voyez, pousse des 2 ans. J'ai greffé ça dans l'été dernier. C'est ça? Il y a 2 ans. L'année dernière? Non. C'était 2015. 2015. Été 2015. Donc, mise à fruit déjà. Le porte-greffe, il avait De quel deuxième âge, année. excuse-moi? Les porte-greffes avaient 1 année. Donc vous voyez les trucs qu'on parlait de pêcher, c'est très... C'est gratifiant. C'est gratifiant, tu vois. Ça pousse super bien et la mise à fruit est très rapide. C'est la mise à fruit déjà, là vous avez un fruit momifié, mais on a ramassé déjà, c'est une précoce. On a ramassé pas mal. Mais ici la taille est une autre histoire complètement différente. Les pêchers, on ne va pas entrer dans les détails, mais les pêchers ça se taille presque comme la vigne. Là il faut aller à fond à couper. Toutes les branches qu'on fructifie, on les coupe en entier.
L'idée del pêcher, c'est que si tu ne tailles pas, vous allez vous trouver comme dans un cadre comme dans les pêchers que là vous voyez au milieu. Un arbre qui sur mesure qui pousse, c'est des garnis. Et où il y a au sommet, il y a la pousse de l'année, que c'est l'unique lieu où il y a de la végétation et où il y a des fruits. Et que chaque année s'éloigne de plus en plus de trous. C'est un arbre que dans la domestication, on l'a altéré tellement que presque on est obligé à les tailler. Parce que si tu ne les tailles pas, tu vas avoir les fruits super hauts. Et on a vu que des arbres qui ne sont pas taillés, sont des arbres qui sont sujets plus facilement à des maladies et qui finissent pour mourir avant. Et il y a la casse, ils explosent. les branches, tout ça. On ne va pas entrer dans les détails, mais il faut élever grosso modo toute la branche qui a produit cette année. Tu fais un renouvellement permanent des branches de fructification avec l'idée d'approcher tout le temps la fructification au tronc. Et tu enlèves beaucoup de branches avec l'idée aussi d'éclaircir, parce que ce sont des arbres qui produisent énormément. Le péché que tu éclaircis pas, donc ça te donne ça. Et ça produit sur bois de combien d'années? La pousse de l'année. Ah pardon, je te dis la pousse de l'année. La pousse de l'année antérieure, l'année précédente. Non, non. Donc là, vous voyez ça? Donc ça, c'est à cause d'un excès de fruits qu'il y avait là, qu'on les a ramassés. Mais... Il y avait un bon exemple. Donc là, cette année... Attends, coupez bien. Ah, tu laisses du chicot? Non, non. Bon, ici dans celle-là, c'est le typique truc que tu peux laisser le chicot. Donc là, vous voyez, là, c'est les cicatrices de tous les fruits de cette année. Donc, était vraiment plein de fruits. Ça, c'est une autre opération qu'on en parlera en détail demain. Demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Que c'est l'éclaircissage. C'est une opération que c'est recommandable, surtout si vous voulez commercialiser les fruits et pouvoir les valoriser bien comme fruits en frais. Vous ne le faites pas, vous? Certains arbres, oui, certains arbres, non. Celle-là, particulièrement, je ne l'ai pas fait. Peut-être j'aurais dû. Mais même s'il fait mal au cœur au début, et surtout quand on est débutant, on se dit merde, je suis en train de lever des kilos de fruits. En fait, vous allez les récupérer. Il y a eu des études comparatives qui se sont faites. À la fin, on obtient les mêmes nombres de kilos. La différence, c'est dans quel nombre de fruits est partagé 7 kilos. Tu vois, si tu vas voir 100 comme ça, ou 50 comme ça. Mais la force qu'a l'arbre, plus ou moins, c'est la même. Donc c'est le calibre qui se joue là. En tout cas, je vous recommande d'éclaircir, sauf si vous voulez les valoriser pour la transfo ou pour d'autres usages où la taille n'est pas nécessairement super importante. Et même d'étayer certains arbres, ça aussi je vous les recommande. Parce que sinon, voilà, ça donne des arcures qui peuvent être très très marquées au début et que l'arbre ne tient pas à ce niveau de flexibilité. Donc là, je leur ai mis là un truc, une fourche qui tient. On aurait donné l'arbre le temps de se faire à cette conformation. Et une fois durci un peu plus de calibre, les années prochaines, peut-être ça tiendra. Mais les premières fructifications, ça vaut la peine de l'accompagner. Donc là, vous voyez un peu l'idée de l'arbre. Là, ça va pousser, ça va faire des fruits. Les fruits, les branches qui sont en fructification depuis des années tombent. La fructification s'éloigne de l'arbre. Donc l'idée de la taille, c'est approcher tout le temps et mettre plutôt ces branches en fructification en essayant en détriment de celle-là. Tu vas revenir juste derrière la... Qu'est-ce que tu couperais là si tu taillis cette branche? Là, ces branches... Non, même... mais celle que tu viens de nous montrer là. Celle-là. Ouais. Tu viendrais derrière la Tu pourrais la constituer à partir de là, couper là par exemple, tac. Et les faire sur ça qui sont bien près de l'arbre. Mais après, c'est à voir cas par cas aussi. Il y a différentes formes de fructification selon les pêchers. C'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, c'est un arbre que si vous n'aimez pas le sécateur ni la taille, plantez pas de pêcher. Parce que c'est un arbre qu'il faudra être dessus. Et ça, c'est pour le pêcher. Et puis, que l'autre... Abricotier, pas mal aussi.
Mais surtout les pêchers. Les pêchers, c'est le plus exigeant. On va voir déjà qu'on est là. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Pêcher. Bon observateur. Poirier. Quelqu'un veut goûter une conférence? Ah bah oui, j'ai pas vu. Elles sont énormes. Donc, un poirier greffé sur quoi? C'est quoi ça? C'est pas la même feuille? Hein? Cognacier. Cognacier. Donc voilà, typique porte-greffe qui donne un vigueur moyen pour les poiriers, mais c'est le porte-greffe des choix. Les cognaciers s'adaptent super bien à presque toutes sortes de sols. Unique inconvénient à cette particularité tout le temps pour chiant de faire des rejets, parce qu'en plus ici la ligne de greffe, vous la voyez? Oui. Et là? Donc là il y a une erreur aussi de conduite si vous voulez. Une erreur, j'ai laissé là pour les montrer qu'est-ce qu'il faut pas faire. Là c'est une fourche une autre fois. Mais tu l'as fait exprès d'ailleurs. J'ai fait tout est fait calculer. C'est un pro. C'est pédagogique. Pourquoi on ne laisse pas ça ici? Parce que c'est un point faible dans la structure. Une fois seront chargés, ça aura tendance à s'ouvrir. Donc c'est mieux sacrifier un des deux. Pourquoi il y a deux? Parce que quand on fait un greffe empruntant avec un morceau de bois, en fait on prend ça pourrait être mon greffon. Et quand moi je les mets sur mon porte-greffe, je laisse deux points de départ. Au cas où il y a une qui ne part pas. Mais parfois partent tous les deux. Donc en fait, ces deux branches, c'est ces deux bourgeons que j'avais laissés dans mon greffon. Et que normalement, après le premier année, on doit couper. De préférence, la partie, les greffons, la branche qui est partie des bourgeons plus hauts. Pour faire partir l'arbre des points plus bas, les plus près au porte-greffe. Tout le monde suit? J'ai pas compris ce que tu viens de dire là. Je relance. Ça fait 2 ans, un joli matin de printemps, je me suis approché à cette cognacier avec un morceau comme ça dans la main. Un greffon. Un greffon d'un arbre qui vient juste à côté, qui c'est une conférence. Je voulais avoir une poirier conférence. Donc moi, j'ai mis sur mon greffon, mon porte-greffe, pardon, avec une entaille comme il faut, ces morceaux de branches. Ces morceaux de branches, j'ai eu la chance de que tous les deux bourgeons ont parti. L'entretien que j'aurais dû faire l'hiver de la même année, c'est la branche de cette bourgeon la couper. Du coup, celle-là. Ah oui, t'as laissé. Et du coup, j'ai laissé les deux. Et maintenant, en plus, je me trouve que celle-là est plus jolie que l'autre. Dans ton exemple, c'est trop tard. Le bourgeon du haut, le couper. La branche qui sortait du bourgeon, qui avait déjà démarré. Hein. Oui, non, mais par rapport à la branche du bas, tu couperais celle du haut. Oui, parce que c'est plus près des points de greffe. Du coup, c'est plus stable. On a décidé comme ça. Tu peux prendre la plus vigoureuse. À ce niveau-là, peut-être je prendrais celle-là. Je le verrai celle-là. En plus, celle-là est latéralisée. Ouais. Mais tu pourrais là. Je pourrais, oui, je peux le faire encore. Peut-être je le ferai cette année. En tout cas, ça me permet d'expliquer ce truc. Et là, à côté, qu'est-ce que vous avez? Parce que c'est pas le pied. Des rejets de la Mais racine. c'est plus que ça, c'est un rejet des racines. C'est pas le pied qui est en train de partir, c'est un rejet de racines. Ça, c'est typique de cognacier. C'est un peu chiant d'avoir des cognaciers pour ça. Mais bon, un avantage que vous pouvez voir, vous savez, en permaculture, on voit des opportunités, pas des problèmes. Donc à la fin, là, j'ai un autre pied gratos. Si j'essaye de le sortir avec un peu d'attention, de garder quelques éclats de racines là, et je les mets en pépinière, ou même sur place, parfois ça prend tellement fort. Donc j'ai un autre pied potentiel. Un porte-greffe. Voyez l'histoire? Très bien. Mais moi, je ne vais pas... Bon, pour l'instant, je vais le laisser une seconde. Je verrai qu'est-ce que j'ai fait plus tard.
tu peux pas faire une bouture C'est une blague. avec le cognacier? Tu voulais faire un Bouturer, non. C'est plus facile à marcoter. Bon, c'est plus sûr marcoter que la bouture. Je pense que tu peux bouturer aussi. Mais la marcotte toujours a l'avantage qu'il y a déjà De la sève qui arrive. la racine. Ouais. Et les chiffons, ça sert à quoi par terre? À quoi ça sert toutes ces cochonneries-là? paillage, Pour les paillage, Du paillage, Pour les perce-oreilles. paillage Voilà. industriel. Paillage. paillage, Tu peux pailler avec n'importe quoi. Dans ce cas, là, des vêtements. Des vêtements. Donc c'est clair cette histoire déjà des porte-greffes, greffons pour tout le monde, tout ça, plus ou moins? Ok, on va voir d'autres choses. Donc si je comprends bien, si le cognacier est un bon porte-greffe pour le poirier et que c'est facile à marcoter le cognacier, ça peut être intéressant d'avoir un cognacier en pépinière et de faire des marcottes chaque année et d'avoir des porte-greffes à disposition. Exactement. C'est trop qu'on a. il est bon sur le pêcher aussi, le... Non, le cognacier. Non, Non, le cognacier c'est le poirier. Donc là, Luc vient de poser une question qui est importante. C'est pas tout compatible. Il y a des porte-greffes qui sont pour certaines espèces. Vous ne pouvez pas mettre tout sur un cognacier, pareil que vous ne pouvez pas mettre tout sur un poirier. Normalement, on dit pépin avec pépin, noyau avec noyau. Mais ça, c'est très générique et ce n'est pas toujours vrai. Mais bon, ça vous donne une idée. Ok, what time? Sur le cognacier, on peut une poirier quand même. Et d'autres cognaciers, on va les voir tout à l'heure. Il te reste un quart d'heure. Un quart d'heure, ok. Tu peux tenir ça, s'il te plaît. Donc on va continuer. Je m'avance là. Je m'avance là, un petit truc des engrais verts permanents qu'on parlait. Là, tout le monde la reconnaît, non? Consoude. Les fameux figuiers à côté de la serre, on va passer par là. Là, c'est le rosier. Ce melon, il faut le ramasser. Allez, donc chacun se prend un melon. Le melon qu'il y a par terre là. C'est un melon ça? Moi je voulais te dire un melon dans l'arbre. C'est bien. Comment récolter? Avec des stagiaires. C'est bien? Non, non. C'est juste, celle-là doit être bon. Ah, donc merci. Celle-là vient de Verniolle. Elle a des Ça vient bananes. de chez toi. C'est pas mieux. Pas mieux? Bon. Non, non. C'est sucré, vraiment? Ouais, Limite. Ok, donc on a vu partir d'un pépin, on a vu la greffe. Attention là, sortez de là. Ouais, ça va? Sont tranquilles. On a une petite attaque de guêpes. Un autre petit inconvénient d'utiliser des pneus pour lastrer les vaches. Bon. Figuier. Donc ça a été une figuier d'un lieu qu'on a passé un week-end et on a vu une figuier qui était super bien. Donc du coup j'ai pris une branche et j'ai fait le test de les planter directement sur place. Donc du coup j'ai fait une bouture. Une bouture sur place, sans passer par la pépinière. Et 2 ans après, donc déjà en fructification. Et avec les avantages que je n'ai pas cassé une partie de ce système racinaire qui est déjà un peu faible dans une bouture. Normalement, on passe dans une pépinière et après, on met sur place. C'est la façon plus simple de réussir les boutures. Les avoir dans un coin avec une bonne terre que tu peux arroser régulièrement. Mais pour certaines choses très vigoureuses comme les figuiers, vous pouvez jouer la carte si vous pensez arroser 2-3 fois pendant l'été, de les mettre déjà sur place
Et vous enlèverez aussi toute la manipulation de voir les sortir de la pépinière, de les mettre en place et tout ça. Donc voilà, vous voyez, c'est des trous qui sont super simples à multiplier. Et la mise en place en route, c'est super simple. Donc là, vous voyez la même distribution, les figuiers, même si c'était seulement une tige, donc il veut. Tu as bouturé une pousse de l'année. Donc pour les figuiers, il faut prendre des morceaux de branches à écartement des nœuds, un peu serrés, pas trop écartés. Et oui, sur une branche avec un peu de bois de l'année précédente. De la pousse de l'année précédente. Tu fais un talon, en fait, Ouais, ça s'appelle. Et à quelle période tu butures? Une fois que ça a été mis en plus? Maintenant, tu peux prendre maintenant. Quand tu les prends au plus avancé la saison, ou même au début du printemps, tout juste au début du printemps, tu pourras les prendre aussi. La bouture, normalement, c'est ça, c'est l'automne et début du printemps. Donc voilà, un autre avantage, une autre façon de multiplier de façon asexuelle. On a vu la greffe, qui en définitive c'est une multiplication asexuelle, la bouture et la marcotte, les autres deux modèles. D'accord? Grosso modo, il y a ces 4 façons d'avoir un arbre. Tu pars d'un pépin, tu pars d'une bouture, d'une marcotte, ou tu fais une greffe. En fait, c'est une technique que tu peux appliquer à tous les 3 précédents. D'accord? Parce que rien m'empêche, dans cet arbre, de couper là et de greffer une autre variété de figuiers qui m'intéresse plus. Les figuiers, ça se greffe pas très bien aussi. Oui, ça peut se greffer. D'habitude, on ne le fait pas parce que ça se bouture très bien. Et les systèmes racinaires sont presque pareils. Sauf si tu es dans des sols spécialement très acides ou très calcaires où tu cherches des porte-greffes particulières pour tenir ces conditions. Et du coup, tu greffes. Et là, à côté, les melons, vous les avez pris. Pensons à prendre les melons après. Donc là, vous avez quoi? Joli cognacier. Avec une particularité, je ne vais pas les prendre encore parce qu'il faut que j'appelle les gars qui m'ont passé la variété pour qu'ils me disent à quel moment il faut pouvoir les ramasser. Mais c'est un cognacier non astringent. Il est spécial. En fait, c'est un cognacier qu'on peut manger comme une pomme. Cru. Super intéressant. C'est pas le nachi, non? C'est encore autre chose? Non, le nachi, c'est notre truc. D'accord. Donc voilà, un truc qui peut être une variété très intéressante à explorer. On n'est pas habitué à les voir dans les marchés. Donc pareil, greffé sur cognacier. Et là, vous voyez aussi les pores naturels, la façon normale de pousser un cognacier, c'est arbustif. C'est buissonnant. C'est pas un tronc unique avec des branches. Donc du coup, vouloir avoir un cognacier avec un tronc unique avec des branches va vous demander un travail fou de taille. Parce que c'est vraiment aller contre la nature de l'arbre. Les figuiers, par exemple, je les ai vus, Oui. tronc unique avec des branches. Ça peut se faire. Surtout quand tu veux faire des pâturages ou des choses comme ça en bas avec des chèvres, des choses comme ça. C'est les animaux qui ont fini pour donner presque cette forme-là. Mais ce n'est pas sa forme naturelle non plus. Mais bon, tu peux la réussir. Mais vraiment, celle-là, c'est très compliqué de réussir. Donc voilà, un autre exemple de les avantages de la greffe et pourquoi on greffe et compagnie. Là, vous voyez aussi la pousse de l'année, très bien. En fait, tout ça, c'est pousse de l'année. Là. De là à là, c'est la pousse de l'année. Et la fructification, c'est sur les bois de 2 ans. L'impression de la taille des fruits. Ok. Donc, allez, on va faire le tour par là. Tu veux qu'on transporte les melons jusqu'au bout? Oui, c'est un peu simple parce qu'on va faire le tour par là. Simplement pour l'anecdote, là, pour que vous voyez que ça donne au départ. Dans une échange de graines cette année, j'ai eu quelqu'un qui venait de la Russie aussi, qui m'a amené deux noix d'une variété qui pousse là, près de Moscou. Et j'ai dit, tiens, on va les planter, voir ce que ça donne. Donc voilà, ça donne des noix noyées, tout va bien. Ça, c'est quoi? C'est un noyer franc.
D'accord. En principe, ces noyers, le mec m'a dit que de façon traditionnelle dans son village, il les multipliait comme ça, par noix, directement, sans greffer. Le problème, c'est que vous avez une idée de l'ordre de temps qu'il faut attendre pour avoir les premiers noix, pour vérifier que tout a été bien. 20 ans. 15-20 ans. Ça va, c'est jouable. Donc voilà, c'est aussi un des avantages de la greffe. La mise à fruit un peu plus tôt, surtout dans des arbres comme ça. Sauf certaines exceptions, étonnantes exceptions, qu'on va voir. En bas, il y a un noyer que c'est son 4e année et a mise à fruit déjà, sans être greffé. Après, je ne sais pas si c'est une mise à fruit bizarre qu'il a fait et qu'il va passer des années sans faire d'autres noix. Tu le savais à l'avance ou tu l'as découvert? Je l'ai découvert. Tu connais la variété? Non, on va voir. En principe, j'ai pensé les greffer, mais on va goûter les noix. S'ils sont bien, je les laisse tel quel. Donc ceux-là, tu pourras les greffer. Je pourrais les greffer ou je pourrais les laisser comme ça. Je pense que je vais les laisser comme ça. J'ai déjà 5 ou 6 noyés. Ces noix qui viennent de Russie, Ouais. c'est dommage de le greffer. Non, je veux dire prendre. À l'utiliser pour greffer ailleurs. Voilà, oui. Dans 20 ans, si Mais on voit que ça vaut la peine, ouais. il faudra attendre voir si ça vaut la peine. Ouais, mais enfin, effectivement, Faut dans un attendre an qu'il ou ait dans 2 ans, tu peux prendre Idéalement, des oui. greffons, là. Il faut oui. voir qu'est-ce que je accélérer. suis en train de transmettre avec ces greffes. D'accord. Parce qu'imaginons pour un hasard bizarre, la noix n'est pas une noix de bon calibre, reste très collée à la coque. Ou choses Je crois comme que la ça. question Oui, d'Étienne, mais- c'est si quand on greffe, la mise à fruit est plus rapide. Est-ce que pour connaître cette variété-là, si on... Non, je comprends. Non, et d'habitude on greffe des arbres qui ont déjà On mis à fruit, fructifié, d'accord. fructifié. Parce que comme ça, dans la mémoire de la branche, a déjà ce truc de la mise à fruit. Ouais, 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 d'accord. c'est ça qui accélère. Bonne question. Sinon, Ça, ça freine la mise à fruit ou ça... Bah, ça change rien en fait. Ça change rien. Ça ira pas plus vite quoi. Ça ira pas plus vite. En principe. Ok, allez, on laisse les noyer, on va avancer par là et on fait les pommiers et on réchauffe. Ouf, celle-là est pourrie, non? C'est pourri. Hein? Oui. Gestion de la lumière. Il va continuer, il va faire un boost de croissance quand même. Mais ça va pas faire Attends, une autre fois, tu prends un pied vieux des noyers. Un porte-greffe vieux, un arbre bien établi. Et tu le mets une branche d'une. par exemple les noyers que tu as parsemés là. Dans un an, tu prends une baguette Avec quel objectif, quel intérêt? pour aller greffer sur un peu plus vieux pour accélérer la mise à fruit. Mais tu ne vas pas l'accélérer parce que celle-là n'a pas mis un fruit. Oui, mais alors ça veut dire que ça va réellement ça va pas du tout accélérer, ça va rester sur le même temps. En fait, tu Parce que accélères. la croissance va être accélérée. On est d'accord. Si tu Pas le mets sur nécessairement. un porte-greffe qui a un système racinaire déjà Très bien vigoureux. établi, Ah, je vois la logique de ton truc. Oui, tu. Tu peux faire ça ou pas, une greffe sur un bout de branche d'un gros arbre? Oui, mais c'est ça c'est plus compliqué. pour jouer. Non, mais c'est compliqué. Plus les arbres sont grands, la greffe, les techniques des choix que tu as sont limitées. La greffe, c'est une technique que c'est mieux de les mettre en place sur des arbres jeunes. Mais un noyer qui a quand même un système racinaire plus établi et qui a 4 ans ou un truc Tu peux, comme ça, tu peux le rabattre prendre et une sur la baguette et lui pousse. ramener. Oui, tu pourrais. oui. Et ça accélérerait la mise à fruit quand même. Mais ton noyer, s'il est vraiment très, très grand, déjà, mise à fruit. Si tu as un gros noyer, ça veut dire qu'il y a mis à fruit, tu vois. C'est pour ça que j'ai compris. Voilà. Bon. Donc là, une franc
se met sur place, des 4 ans, greffé la deuxième année. Donc du coup, les points greffe, maintenant c'est difficile déjà le voir. Et par là, la cicatrice a été complètement... Ça se voit un petit changement d'écorce, mais bon, c'est difficile. En tout cas, voilà, tout le monde voit que ça, c'est un rejet de porte-greffe. Donc là, si on travaille bien, ce machin, il faut le lever. L'avantage avec les pommiers, c'est que de plus en plus, de moins en moins, il fait pas des rejets tout le temps. C'est pas comme un cognacier qu'il faut être un peu tout le temps dessus. Il y a un moment où ça se calme et l'arbre vraiment prend les greffons prend toute la force. Donc là, vous voyez qu'il y a eu cette histoire de la bifurcation. Là, il y avait le leader, tout partait bien, une unique cheminée, des branches latérales, les branches inférieures, que de toute façon sont la mieux formées, c'est les bois, les branches qui chevreuillent bien broutées tout le temps parce qu'elles échappent de la protection. Et à partir d'une hauteur, des branches bien constituées. Et là, une branche qui vient prendre à faire concurrence à la branche de l'axe principal. On a presque un gobelet là. Ouais. Et du coup, ça fait presque un gobelet, effectivement. Donc vous voyez, sans faire rien, donc vous pouvez vous trouver avec des conformations comme ça, que c'est plus un multi-axe qu'un unique axe. Et là, quand on voit la tête des pommes, est-ce qu'on peut se dire qu'on aurait dû éclaircir et enlever les fruits cette année? C'est les premières années qu'on a mis à fruits. Donc effectivement, les premières années même, on recommande de lever tous les fruits. Moi, j'ai laissé quelques-unes, j'ai levé quelques-unes, mais j'aurais dû même enlever plus de fruits et laisser moins, simplement pour goûter la pomme. J'avais envie de goûter la variété. Mais vraiment, en production, on ne fait pas ça, on enlève tout. Et c'est à partir de l'année prochaine qu'on laisserait, même en éclaircissant, on laisserait une partie de la production. Donc là, après, il y a des techniques pour éclaircir chaque variété, non, chaque espèce. On éclaircit plutôt les trous qui sont au milieu de la branche, ou par exemple dans les pêchers, tu donnes des priorités au milieu de la branche, tu lèves les extrêmes de la pointe et en bas. Dans la pomme, si je me souviens bien, c'est juste à l'inverse, tu éclaircis pomme, non? Bah, t'enlèves quasiment tout à la pomme. Tu peux fais enlever tout ce qui est au bout. Sauf les bouts. Non, les bouts, tu les laisses. Le bout, tu enlèves souvent. D'accord. Et après, tu en enlèves 70%. Donc vraiment l'éclaircissage c'est une opération que c'est très, très drastique, il faut la faire bien au bon moment et que ça nous permet d'avoir les pommes qu'on est habitué. Voilà, tu répartis l'énergie de l'arbre dans certains fruits qui vont te donner un bel calibre. Donc voilà, vous voyez que c'est des arbres super vigoureux, c'est des arbres qui sont super autonomes. Là, l'unique chose qu'il y a eu, c'est les 2 années après plantation, une vingtaine de litres en plein été. S'il faisait longtemps qu'il ne pleuvait pas. Et ça y est, à partir de là, je ne touche pas, c'est un arbre qui a son pivot. Le pivot doit être 1,5 fois son hauteur en profondeur déjà. Donc voilà, c'est parti. Donc juste là, à la fin, il va faire 15 mètres et il faudra aller chercher à l'échelle, récolter après quoi. Ouais. S'écuer, en tant que tu peux s'écuer et ramasser par terre pour la transfo pour faire des jours et monter ponctuellement pour ramasser ou à la perche quelques-unes pour avoir des pommes. Okay. Et les branches du bas, naturellement, elles vont mourir à fur et à mesure qu'ils produisent de l'ombre ou elles vont rester comme ça? La façon naturelle de la pousse, c'est que il y a la mise à fruit, il y a des variétés qui sont un peu plus raides que d'autres, mais la mise à fruit de façon normale va faire que les branches vont faire une sorte de cascade, vont tomber à mesure que la mise à fruit avance. Et du coup, les branches qui sont plus bas vont dépérir. L'arbre va faire une taille naturelle, va arrêter d'envoyer de la sève. Et la branche va mourir toute seule. Donc là, quand nous, on voit ça, les trucs qu'on peut faire, c'est l'accompagner. Le principe de la taille douce, c'est de dire, bon, déjà tu as sacrifié la branche, j'ai fini de te l'enlever avant que tu continues à dépenser des saisons d'énergie à essayer de la... C'est un peu ça, de créer un dialogue avec l'arbre et dire bon, tu as mis une branche là au milieu, là, ça t'emmerde, en plus c'est là contre le feuillage, ça ne m'intéresse pas. En hiver, je passerai, je vais la couper. Ou ces branches qui sont là croisées, là pareil, ça fait rien là. Donc le principe de la taille douce, c'est ça, c'est en fonction de la proposition qu'a fait l'arbre, en partant de ça, tu continues et tu l'accompagnes
à faire des choix. Mais sur un patron qu'il t'a marqué déjà. Ok. Ils sont bons les pêches? Celui-là, là. C'était une qui était par terre, mais ça c'est Il commence. Question qui n'a pas forcément grand chose à voir. Là, c'est pour préparer des futures plantations de haies, d'arbres. Oui. Là, j'aimerais mettre des sureaux. Ok. Et les utiliser aussi pour faire... vous avez vu ces morceaux là où il y a la ronce? J'aimerais entourer tous ces potagers d'une ligne de roncier comme ça, contrôlée, pour les chevreuils. Et là, du coup, j'ai une production. Là, il y a des peupliers qui poussent en permanence. C'est là que j'ai sorti toutes ces branches. Et c'est une des parcelles d'exportation qu'on parlait d'engrais verts permanents, d'utiliser des arbres pour la production végétale, qui après on va incorporer dans les systèmes de culture. Et tu voudrais pas mettre des arbres fruitiers justement de cette espèce de broussaille là, pour les laisser comme ça et à l'avenir On verra. Il y a quelques-unes qui ont été greffées là. Mais des arbres sauvages. Oui, voilà. Des arbres sauvages, des pommiers sauvages qui poussaient. Je Des vous les cerisiers montrer. aussi. Il y a des merisiers par exemple. Et les chênes, pour ramener dans le jardin, il n'y a pas trop de tanin? Tu veux les couper comme engrais vert là? Tu veux les garder pour les faire du tétard et l'utiliser comme engrais vert, c'est ça que Pour des poteaux. Pour des piquets, pour des bois à chauffage. Et la pousse de l'année, oui, tu peux la couper, mais ça fait des volumes super petits. Hein. Ouais. Mettre au pied des arbres, c'est bon. Sort des mulches grossiers. Ah ouais, d'accord. Oui, faire toute une ligne de sureaux avec l'idée de déjà de le tailler. C'est un bois super tendre, du coup ça se compose très bien. Et de faire une barrière qui va servir toutes ces ronces qu'elle a, que je ne veux pas la gérer, je n'ai pas envie de la gérer en permanence, je vais la laisser. La ronce en fait est très chiante si s'étale par terre, parce que ça va se marcoter. Et du coup vous allez avoir plein de pieds qui poussent partout. Mais si vous réussissez à la faire gagner de la hauteur, sur une hauteur, voire un arbre, et là du coup ça devient beaucoup plus facile à gérer. Vous avez dans une saison, vous pouvez créer une haie épineuse assez résistante contre toutes sortes de bestioles. Et éventuellement avoir des murs. Avoir des murs. Voilà. Des murs, oui. C'est sympa. Et là c'est des champs de culture. C'est beau. Bon, donc là les pêchers qu'on voyait ce matin, c'est des pêchers plantés à partir des noyers pas greffés. Donc là c'est les avantages que vous voyez de les variétés, ces trucs qu'on disait, il y a certains arbres qui par reproduction sexuelle sont assez fiables. Donc là, particulièrement, c'est des pêches sanguins que j'ai pris d'une voisine. Ils ne sont pas prêts complètement. C'est pas hyper beau. Non, je pense qu'elle est mûre, hein. Regarde celle-là qui commence à être moitié blette. C'est pas très... Moi c'est croquant. Après ça pour vendre ça peut être pas mal parce que c'est dur, ça se conserve bien. Ouais. Donc voilà, la particularité c'est qu'elles sont complètement rouges à l'intérieur. Bien se cuisiner en fait. C'est parce qu'elle est pas mûre. Les deux que j'ai lues là, elles étaient un peu blanches aussi. Elle était pas mûre. Bon, l'histoire c'est, pour l'anecdote simplement ça, c'est que on peut, c'est l'avantage que te permet les pêcher. Essayez pas faire ça avec d'autres espèces, mais les pêchers, certaines variétés de prunes sont assez fiables. Tu prends un noyau, tu le sèmes. En plus, la mise à fruit est relativement rapide. Du coup, la vérification, si le fruit est bon ou mauvais, vous ne devez pas attendre 15 ans comme les noyers. En 2 ans, vous avez une mise à fruit. Et après ça, vous pouvez choisir si vous continuez ou vous l'utilisez comme porte-greffe. Donc là, dans ces cas, ces 3-là, je les garde parce qu'ils sont bien. Et celui-là, tu ne l'as jamais taillé encore? Et du coup, je n'ai jamais taillé. Tu vas le tailler. Donc là, il faut que je le taille. Ouais. Déjà ici, parce qu'encore, il y a les deux. Je ne sais pas si vous avez vu. Pareil, il y a les deux pieds. Quand je plante des noyaux, je mets toujours plusieurs. Parce que ça peut arriver 1000 choses. C'est un petit arbre comme ça que tu plantes. Ça peut arriver qu'une limace simplement le passe et les mange. Du coup, je mets plusieurs pour assurer. Et après, j'enlève les moins vigoureux. Donc celle-là va devoir sortir. Et comment ça se fait que toute la production est sur une seule branche? C'est particulier, ouais.
Je ne sais pas pourquoi. Non, il y a eu quelques-unes de l'autre côté, mais je les ai pris déjà. Mais oui, c'est vrai que c'est très concentré de ce côté-là. Pas non, le sud est là. Je ne sais pas, je n'ai pas en réponse. Et là, il y a des petits fruits qui ont été appréciés par le chevreuil. Donc là, on teste des petits fruits plantés pour l'histoire de biodiversité. On va créer une fruitière. Là, vraiment, on est très très loin de l'espace d'interaction de l'homme. Du coup, là, c'est super exposé à l'entrée des chevreuils et compagnie. Et celle-là a été un test. Ça n'a pas marché. On va rester là. Il y a ça là? Attends, on va faire une petite coupe là-haut. Et... Ok, donc là... Donc là se trouve, vous voyez qu'on parlait de la taille del calibre. Si tu éclaircis ou tu éclaircis pas. Voilà, avec une sans éclaircissage, c'est trop qu'on taille comme ça. Celle-là, tu les as éclaircies? Oui, je vais faire quelques-unes. La monilleuse, des maladies plus chiantes à gérer. Qu'est-ce que c'est comme maladie? La monilleuse. C'est un champignon. Ouais. Bon. Un bel exemple de matière organique pour mulcher les arbres. On a un voisin qui est tondeur. Et donc on a récupéré grosse quantité de laine de mouton. On verra le temps que ça met à se décomposer. Et l'hiver, ça arrive, ouais, même si ça gèle, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça se gorge d'eau, non? Non, mais c'est pas un contact direct. Il y a un paillage avant ça, il y a un paillage organique et ça, c'est le truc pour fermer. Et en plus, la ligne de plastique arrive presque à toucher l'arbre. Voilà, donc on va voir. Oui, oui, remarque, oui, c'est vrai qu'il y a toute cette greffe. Ça s'engorge. Là, quand tu touches, c'est assez sec. Enfin, c'est en profondeur. Tu vois? Ça ne gorge pas. Un mouton, c'est pas mouillé. Hein. Son dos, enfin, tu vois. Vous vous souvenez de la févérole? La pousser un petit peu plus. Et bientôt, je dois la faucher. La matière de l'extérieur, amenée gentiment grâce à l'énergie du pétrole. Là, c'est la févérole, non, la veste. Donc là... Oui, là, c'est un peu intéressant. Allez. Donc là, vous voyez un exemple de qu'est-ce que ça donne si vous plantez dans la friche et vous faites un entretien vraiment minimum. Il y a 3 lignes de pommiers là. Vous les voyez? 1, 2 et 3. Vous voyez les piquets, les arbres qui dépassent là? Ils sont plantés tous au même moment. En tout cas, c'est pas la même variété, c'est des porte-greffes, pareil, des fronts sur place. Vous voyez la différence énorme. Donc, mettez-vous ça dans l'idée que parfois, en permaculture, il y a certains discours de faire la nature, de non, c'est super bien, là tu as roncier, les ronces sont des pionnières, sont en train de travailler le sol, de le préparer, nanana. Oui, okay. C'est vrai, hein, ils sont en train de préparer le sol, ils sont en train de faire un travail de fou. Mais qu'ils sont en train de le faire, ils sont en train de faire aussi une concurrence de malades pour tout ce qui pousse autour. Sauf des trucs super rustiques peut arriver à pousser dedans. Un pommier sélectionné, même si c'est des fronts, nanana,
On voit la différence. Celle-là s'en sort un peu mieux parce qu'elle est dans la limite. Mais celle-là qui est là, elle est pauvre, au milieu des ronciers, donc il va galérer un peu. Ça ne veut pas dire que peut-être dans, je ne sais pas combien d'années, Dans 50 ans, il sera super lourd. Il sera plus beau que les autres. je ne sais pas, pour l'instant, est là. Et l'autre là, qui est un peu décalé comme particularité, ça c'est un pommier qui était spontané. Parfois, il y a des pommiers qui sont dans les haies, par là. Donc sûrement, il y a eu un renard ou quelqu'un qui a mangé une pomme, qu'il a avalé en entière, les graines ont passé, il a fait caca là, les graines ont germé. Et du coup, en préparant mon histoire, j'ai dit, ah merde, là il y a un pommier, dommage qu'il ne tombait pas dans la ligne. Mais je me suis dit, bon, d'autres objectifs au-delà de la production qu'on a dans la ferme, pédagogique, je vais voir qu'est-ce que ça donne, prendre un front sur place, mais sur un pépin sélectionné pour un blaireau, un renard et pas moi. Donc vous voyez la différence. Ils sont bien. Aussi, bon, entre celle-là et l'autre à côté, attends, peut-être vous ne les voyez pas. Hein. Ah oui, celui-ci, oui. Mais celui qui est en ligne plus loin là-bas, il est à peu près aussi gros que moi. Entre celle-là et celle-là. Ah oui, là, il n'y a pas photo. Mais l'autre derrière là-bas, il est presque comme celui-là. Celle-là? Ah non, je vois autre chose. C'est un chêne. chêne. Ah ouais, pardon. J'ai rien dit. Ah, vraiment, c'est Ouais. notre histoire. Et les noisetiers, là, comment ils se portent par rapport à ceux de l'année pas Beaucoup moins bien. Ça, c'est aussi une plantation qu'on a fait cet hiver. Aussi sur le minimum, essayer de dire, bon, on met un paillage plastique, on fait une apportation de matière au pied et on jette une bande plastique dans la pelouse directement, dans la prairie, et on va mettre des marcottes déjà des noisetiers. Donc bon, il y a qu'on survécu, il y a 3 ou 4 qui n'ont pas survécu. Et on va voir la gestion des prochaines années. En tout cas, là, la zone, ça finit la saison 4. Vraiment, là, on est dans un système qui, s'il tourne, doit tourner parce qu'il doit tourner tout seul. Mais du coup, L'entretien est minimum. C'était des boutures, c'était les mêmes plants que ceux que vous avez plantés dans la nuit pas? Non, pas exactement les mêmes. D'accord. Donc on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer exactement, ce n'est pas les mêmes barils en tout cas. Et quand tu plantes comme ça, tu vas laisser le plastique? Oui, les plastiques sont paillage permanent là. Je ne le touche pas. Dans les zones, si vous avez vu, à mesure qu'on avance, les systèmes de paillage des arbres sont de plus en plus inorganiques. Du coup, un entretien plus zéro. Les plastiques, vraiment, tu le mets. Et ça ne te gêne pas de Tu le l'oublies. laisser? Dans quelques années, peut-être, je vais le lever. Mais pour l'instant, ça me lève un boulot de fou. Oui, j'imagine bien. Oui. Mais oui, ce sera intéressant de pouvoir les lever dans quelques années parce que la fonction déjà. Les paillages, on les verra en détail. En plus, il va s'abîmer, il va se dilater. Il y a un moment où ça va s'effriter. Ouais. Il faudra les lever avant qu'il commence à ce point-là de s'effriter. Même si j'ai essayé, la plupart sont couverts avec du foin. Pour ça qu'il y a cette boule-là. Ponctuellement, dispatcher un peu de foin dessus le plastique pour les protéger du soleil. Ok, donc allez, on va essayer de mettre tout ça à plat sur une feuille. Est-ce que vous avez des questions? Moi oui, mais c'est plus sur les bâches, le fait que ce soit du plastique et tout, est-ce que ça émet pas des choses toxiques ou nocives qui pourraient... C'est une question qu'on a eu déjà l'année ouais, c'est la séance précédente. Pas la toxicité, on n'en a pas parlé de ça. Oui, c'est ce truc. En fait, les plastiques, c'est la dégradation. Est-ce que, à quelle vitesse il y a des molécules qui se dégagent de la matrice du polymère des plastiques et comment ces molécules réagissent une fois sont dans l'échelle trophique des composeurs? C'est la question. Il y a eu très peu ou rien, à ma connaissance, de faire la traçabilité de ces molécules au long de l'écosystème. C'est super compliqué. Et c'est super compliqué entre d'autres choses parce que ces molécules sont partout dans l'écosystème à jour d'aujourd'hui. Nous, dans notre organisme, les bétails qu'on mange, les poissons qu'on pêche, tous ces organismes
ont des molécules à l'intérieur qui viennent de cette dégradation des plastiques qui tournent dans l'écosystème depuis longtemps. Donc du coup, tu vas commencer à dire, les plastiques de là, faire la traçabilité, c'est super compliqué. Et il n'y a pas de fonds, je pense, il n'y a pas spécialement des gens intéressés à savoir ça. Je ne sais pas à quel niveau et à quel... si c'est une molécule qui reste stable dans le sol, que la plante ne l'absorbe pas, si c'est une molécule qui se dégrade, et du coup, parfois la complication dans beaucoup de cette histoire, c'est la toxicité des métabolites secondaires qu'on appelle. La molécule d'origine est très stable et pas toxique, mais de dégradation plus loin, tu vas avoir une molécule qui c'est une cochonnerie énorme. Combien de temps cette molécule va rester dans cette forme de cochonnerie énorme? Il y a plein de trucs, pas du tout. Mais pareil qu'on ne sait pas à quel niveau les t-shirts synthétiques ou les colorants synthétiques qu'il y a dans ton poule sont en train d'avoir une interaction avec la peau de ton corps. Ou les shampoings qu'on a utilisés, toutes les molécules super bizarres qu'il y a dedans, ou la bouffe qu'on garde dans les Tupperware pendant une semaine dans les frigos, tu vois. On a une interaction tellement grande avec des trucs qu'on ne sait pas précisément. Donc, mon point de vue en tant que producteur, je dirais, c'est que les paillages plastiques, je les vois un usage très noble, comme on parlait d'autre fois du pétrole, en tant qu'on fait gaffe à au moins un des facteurs que je sais qui dégrade à fond le plastique, le soleil, que je les protège de ça. Et que j'essaye de les mettre dans des moments où la quantité de soleil est minimale. Par exemple, ou dans des zones où... En hiver, c'est quand on fait des occultations. Ou en automne, maintenant bientôt on commencera à faire. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça évolue vachement dans le temps. Quand on est arrivé ici avec Joanne, l'ancienne propriétaire, elle avait mis des plastiques autour des arbres qu'elle avait plantés, des haies dans la zone 0. On arrive, on a fait « Ah, du plastique !» On a tout enlevé. Et je pense que tous les gens qui s'installent, la première idée de tout le monde, c'est le plastique, c'est nul, on va faire sans. Puis après, au fil des années, c'est vrai que chaque année, on en met plus. Romain peut-être peut parler aussi de son expérience avec les plastiques. C'est une forme de recyclage. Toi aussi, tu venais de l'école non plastique au début? Ouais, quand même, ouais. Je faisais en sorte de récupérer pas mal de matières sèches, de paille et de foin chez les voisins, parce que je voulais pas trop. Et c'est avec des discussions avec toi où je me suis rendu compte aussi de l'ampleur du travail que ça demandait et la bâche plastique, quel avantage ça pouvait avoir. Donc je me suis retrouvé à aller directement au bout de la fin de la première année à utiliser des grandes bâches plastiques. Et même maintenant je l'utilise pour certaines cultures en fait, pour quand je démarre une parcelle. Et voilà, ça me fait gagner vachement de temps. On t'a été perverti alors. Ouais, quelque part, ouais. Il s'est réconcilié avec la société. Attends, il a mis tout sur le dos de Joanne, quoi. Le lâche. Non, après, c'est pas dire que c'est une fatalité, mais c'est vrai que je pense que presque tous, on démarre avec des grosses appréhensions du plastique, mais après, voilà. Elle a son utilité. Ouais, et puis surtout qu'on se retrouve tous à certains moments débordés. La gestion de l'enherbement, c'est quand même hyper compliqué, quoi, pour toutes ces cultures, que ce soit les fleurs devant la maison, voilà, les cultures fruitières ou maraîchères. Donc c'est vrai que c'est vraiment la solution de la facilité, quoi. Et puis ça dépend du plastique aussi. Là, ces bâches-là, c'est des bâches d'ensilage, c'est des choses que tu peux garder plusieurs années. De la même façon, alors que beaucoup de maraîchers par exemple utilisent des bâches qui servent pour une seule culture ou une seule saison. Et donc, alors que là, il y a plein d'usages possibles. Quoi, avec. Tout ce qu'on se dit, c'est des bâches de récup, c'est des bâches qu'on essaye de recycler le plus possible. Ce qu'il faut faire, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a bâche et bâche, quoi. Nous, le truc qui était dégueulasse quand on est arrivé ici, c'est que l'ancienne propriétaire, elle avait beaucoup bâché avec de la toile tissée. Et qui était au soleil, et du coup tu essayes de l'enlever et ça s'effrite, on a un milliard de petits morceaux, on a passé des heures à enlever des tout petits morceaux. Donc après voilà, c'est une question de gestion aussi. On y go? Ouais. Mais oui, c'est un débat ouvert. On verra si nos enfants nous accusent. Oui.